Mr. Stojic, are you in a position to start? Le président, Maître Stojic, êtes-vous en mesure de commencer maintenant et reprendre demain? Bien sûr, Maître Stojic, je préférais commencer le matin, comme je vous l'ai dit, mais je ferai comme vous me l'indiquerez, à votre convenance. Yes, Mr. Stojic, perhaps. Président, Maître Stojic, peut-être que vous pourriez poser vos questions pendant 30 minutes parce que de toute façon, il nous faut faire une pause après, puis vous reprendrez demain. Est-ce que ceci vous convient, Maître Stojic? Oui, tout à fait. Je demanderai simplement à pouvoir utiliser. J'ai besoin d'un pupitre, si vous voulez bien me le passer, s'il vous plaît. Le président, Madame l'huissier. Le président, je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si vous êtes obligé de partager un même pupitre. L'accusation et la défense, je ne sais pas si c'est quelque chose d'habituel. Bon, merci, Maître Stojic. Maître Stojic est très grand, il est vrai. Maître Stojic, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Comme vous le savez, je m'appelle John Ostojic et je représente Monsieur Lubicic Behara. Je salue mon confrère de l'accusation et mes confrères et consoeurs qui font partie de l'équipe de la défense. Nous avons entendu des remarques de l'accusation aujourd'hui à propos et avec l'indulgence des juges de la Chambre, je vais enlever les casques que j'avais et essayer de suivre sans ces casques. Nous sommes ici pour deux raisons. La première, qui a été bien évidemment exprimée hier et aujourd'hui lors des déclarations en guise de conclusion. J'entends par là exprimer notre sympathie envers les victimes, les familles et les amis de ces personnes qui sont décédées à Srebrenica en 1995. Il est incontesté que le mois de juillet 1995 a été une époque tragique et horrible qui a conduit de part et d'autre à bon nombre à des personnes qui ont perdu la vie. Et cela n'avait aucun sens. C'était la guerre et l'accusation a reconnu que c'était légitime jusqu'à un certain point. Il y avait une guerre depuis 1992. Nous ne serions pas ici et en aucun sens nous souhaitons minimiser la souffrance éprouvée par ces victimes, leurs familles ou leurs amis. Nous sommes également ici dans ce prétoire pour révéler la vérité dans la mesure du possible. La vérité à propos de M. Behara. La vérité que vous n'avez pas entendue, dont vous n'avez pas entendu parler jusqu'à présent. Je dis de façon candide. C'est la vérité que nous souhaitons dévaler par le biais de nos moyens de preuve, avec votre patience, et vous pourrez nous guider dans ce sens. Vous pourrez entendre les conclusions que nous vous donnerons après la présentation de moyens de preuve dans cette affaire. Nous demandons à chaque accusé d'être jugé séparément, jugé en raison de leur comportement, de ne pas les juger tous ensemble, comme Madame le procureur l'a dit hier lorsqu'elle a parlé de culpabilité collective. Néanmoins, d'après moi, si on regarde ce qu'il y a sur le site Internet et ce qui a été présenté par l'accusation, on a une sensation de culpabilité collective qu'il tente de prouver en mettant tous les gens ensemble dans le même panier. Nous demandons par conséquent, avec tout le respect qui se doit au juge de la Chambre, je suis sûr que vous le ferez, je suis tout à fait confiant de cela, je répète, de ne pas faire valoir cette thèse de la culpabilité collective. Et je pense que si l'on juge quelqu'un, en particulier M. Behara, pardonnez-moi si je prononce mal son nom, pardonnez-moi, en réalité, si vous voulez apprendre à connaître
un homme, à essayer de le comprendre, à savoir qui il est, à glaner des éléments d'information sur lui. On ne commence pas par une conversation téléphonique, on ne commence pas par un document, mais on en parle un peu plus tard. On essaye de comprendre quels sont ses défauts et tout à fait objectivement parler de ses défauts. Et ceci peut être sujet à différentes interprétations. Mais pour juger un homme, il faut d'abord savoir qui il est, connaître sa biographie. Euh, qui est-il? Où est-il né? Et d'où vient-il? Et comment a-t-il été élevé? Quelles sont les études qu'il a faites? Quelle est sa situation familiale? Euh, pour connaître M. Behara, nous sommes penchés sur ces éléments biographiques dans le mémoire préalable au procès. Mais je vais vous faire part de tout ceci en vous présentant une vue d'ensemble sur le personnage. Nous pensons que ces éléments de preuve montreront, par l'intermédiaire de témoins, qu'il s'agit là d'éléments pertinents et importants. Mais si vous voulez juger un homme avec tout le respect que je vous dois, vous devez savoir que vous devez mieux connaître cette personne dans le détail. Euh, euh, et vous présentez ceci par rapport à ce que vient de dire l'accusation pendant 3 jours et ses allégations lorsque l'accusation a dit qu'il a participé à des crimes épouvantables. Nous pensons que les éléments biographiques de M. Behara seront utiles. La Chambre sera convaincue que nous n'avons pas, qu'il n'avait pas l'intention criminelle nécessaire pour commettre les crimes qui sont allégués, en particulier le génocide, l'extermination, l'assassinat, la persécution, l'expulsion et les autres crimes de guerre à l'époque qui nous concerne. M. Behara est né le 14 juillet 1939. Nous pensons que c'est une date significative. Il est né à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine. Il a terminé ses études. Il a été élevé au lycée, à l'école secondaire, à l'école élémentaire et au lycée de Sarajevo. Son père, Jovan, était 2e lieutenant, faisait partie de l'armée royale avant la Deuxième Guerre mondiale. Son père a été fait prisonnier en 1941, prisonnier de guerre envoyé en Allemagne pendant 4 ans jusqu'en 1945. Le père de M. Behara est Jovan et il a réintégré la GNA. Il est devenu commandant et a fait partie de l'armée de l'air. Sa famille est originaire d'un petit village appelé Béaré. L'orthographe de ce village est très proche de son nom de famille, puisque c'est B-A-R-E. C'est un En Croatie, cela représente signe, S-I-N-G. Monsieur Behara a été élevé par un père qui était un militaire et qui n'a jamais fait preuve de discrimination contre quiconque. On l'a toujours appris à ne pas avoir de préjugés contre quiconque et contre aucun peuple. Monsieur Behara a été élevé dans ce sens et a suivi son père dans ce sens. Monsieur Behara n'était pas un nationaliste serbe, c'était un yougoslave qui pensait que la structure multiethnique de son pays correspondait à ce qu'il avait était ce à quoi il était habitué. Il est né et a été élevé en Croatie. Il a vécu à Sarajevo et a suivi les pas de son père et est devenu officier dans l'armée yougoslave. Monsieur Behara a fait partie de l'académie militaire maritime entre 1959 à 1963. Donc il a suivi le parcours de son père. Les valeurs importantes étaient l'honneur et le devoir. En 1973, il est devenu chef et officier chargé de la sécurité dans la région militaire, dans le secteur militaire de Split en Croatie. Ceci comportait toute la zone côtière, mais également une grande partie des terres, une grande région à l'intérieur des terres qui correspondait environ à 75 km. En 1985, M. Behara a obtenu le grade de capitaine naval. Il n'est jamais devenu amiral et il est toujours resté il a toujours été capitaine dans la marine et rien de plus. Je pense que les éléments de preuve montreront
que l'équivalent d'un capitaine dans la marine est le grade de colonel. Donc, à partir de 1995, les éléments de preuve indiqueront que M. Béhara n'a pas été promu, qu'il n'a pas occupé un poste militaire de haut rang, autre que celui qu'il a occupé 10 ans avant les événements qui sont débattus dans ce procès. Nous pensons que ceci est significatif pour deux raisons. La première, l'accusation laisse entendre que c'est significatif dans le cas de M. Béhara. Ils ont extrait certains passages pour étayer leur thèse et l'appliquent de façon différenciée. Cela est significatif. Si c'est significatif pour tous les accusés, cela devait être significatif dans le cas de M. Béhara, qui n'a justement pas été promu. Si c'est significatif dans un autre sens, nous espérons que la présentation des moyens de défense permettra de le montrer et permettra de démontrer pourquoi ceci est important. À partir de 1992, Lubisha Béhara a été stationné à Shan Rijeka. Il était officier. C'était un officier qui faisait partie de la VARS. D'après son grade à l'époque, il était donc capitaine dans la marine. Ce grade équivalait au grade de colonel. Cela dépend des différents systèmes ou des différentes structures dont on fait état ici en 1992. Lubisha Béhara est marié depuis le 23 septembre 1962. Il a 2 fils et 2 petits-enfants. Je crois que les éléments de preuve montreront que ces 2 jeunes hommes ont été bien élevés, ainsi que leurs petits-enfants, qu'il ne leur a jamais enseigné quelque chose qui pourrait indiquer qu'ils aient des attitudes discriminatoires ou qu'ils aient des préjugés contre les autres peuples. Ils ont toujours considéré que tous les peuples étaient égaux. Nous pensons que les moyens de preuve montreront, simplement en guise d'éléments contextuels, comme je le déclarais plus tôt, que M. Béhara ne peut pas et ne possédait pas l'intention criminelle nécessaire, non pas simplement pour les génocides, mais également pour l'extermination et les meurtres, pour la persécution également, qu'il n'avait pas cette intention requise et cette intention discriminatoire. J'insiste là-dessus puisque je parle des éléments le concernant, des éléments biographiques qui seront présentés lors des dépositions devant cette Chambre et nous aurons l'occasion de le faire. Sur un plan professionnel et personnel, il y a un bon nombre de victimes de guerre en ex-Yougoslavie. En 1992, M. Béhara avait personnellement et sur un plan professionnel et personnel, il a eu quelques retour de bâton. Sur un plan professionnel, j'entends, M. Béhara, et d'après les éléments de preuve dont nous disposons, et nous le montrerons, faisait partie d'un détachement serbe, et ceci en raison de ses origines. En 92, je suis sûr que l'accusation le sait. Et les moyens de preuve le montreront. Environ au mois d'avril ou juin 92, 2 soldats paramilitaires ont été tués. En 92, ces 2 soldats paramilitaires tentaient de prendre un véhicule de transport de la VRS. À l'époque, ils se sont saisis de ce véhicule de transport et l'ont emmené. Après cela, ces soldats, essayaient de récupérer le véhicule militaire, ce véhicule de transport, et il y a eu un échange de coups de feu. Les 2 soldats, ces deux paramilitaires, sont morts. M. Béhara a été accusé pour avoir participé au meurtre des 2 soldats qui se sont emparés du véhicule de transport. Maintenant, vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a un lien ici. Nous pensons que les éléments de preuve montreront qu'en avril 1992, lorsque ces deux paramilitaires ont été tués, M. Béhara en a porté la faute en tant qu'officier chargé de la sécurité. À l'époque, M. Béhara passait 47 jours en prison dans l'attente d'un procès, car il devait prouver sa thèse. Après 3 procès, plusieurs appels, lors de chacun de ces procès, M. Béhara a été dénigré. On a décrété qu'il n'était pas coupable de ces meurtres. Et c'est là que s'arrêtent les éléments de preuve concernant cet incident de 1992. Ce qui est important à propos de cet incident, et nous pensons que ceci
Nous pensons que cela illustre ce qui est arrivé à M. Béhara, le fait que nous ne savons pas. Et on ne vous a pas dit qui étaient ces deux paramilitaires qui ont dérobé le véhicule de transport. Et ce n'étaient pas des musulmans, ce n'étaient pas des Croates, c'était des Serbes. M. Béhara, à l'époque, était accusé d'un crime et était accusé d'avoir tué deux paramilitaires serbes, deux soldats qui ont dérobé un véhicule serbe. Il a été poursuivi non pas par des Croates, non pas par des musulmans, mais par des Serbes. M. Béhara a donc été confronté au système judiciaire et j'avance avec tout le respect qui se doit à ce qui s'est passé il y a 1 an et 3 mois plus tard, 1 an et 5 mois plus tard. C'est une action qui a été consignée d'après les éléments dont nous disposons, qui remonte au mois de septembre 1993. C'est significatif parce que nous pensons que l'armée, comme semble l'entendre le procureur, possède une discipline très stricte et suit des règles de conduite et des codes très stricts. Sur ce point, en 1992, nous suggérons qu'il y a une perte de confiance et que M. Béhara a été déplacé et mis de côté. Il est devenu membre de l'état-major et chargé de l'unité de la sécurité sans hommes placés sous commandement et avec aucune autorité d'aucune sorte en 1992 et ce jusqu'au mois de juillet 1995. C'est la raison pour laquelle nous proposons et nous pensons que les éléments de preuve pourront le prouver qu'il a été isolé et détaché des événements qui se sont déroulés à ce moment-là. En 1993, comme je commençais à vous le dire, il y avait un incident qui a été intitulé l'action du mois de septembre 1993. Nous espérons, dans les moyens de preuve présentés, que cet incident de 1992 permettront de faire comprendre à l'accusation également et au juge et de vérifier et de justifier ce dont je vous parle à propos des documents qui étayent ce dont je veux parler. L'action du mois de septembre 1993 est un incident relativement bien connu et surtout qui a surtout été décrite en ex-Yougoslavie. Qu'était l'action du mois de septembre 1993? C'était un incident qui était censé être un coup militaire contre le président Radovan Karadzic, encore une fois, qui a été impliqué dans cette action du mois de septembre 1993. Malheureusement, M. Béhara nous laissait entendre, comme nous l'avons fait à propos de l'incident 92, que cet événement est très important et pertinent, à la fois sur un plan militaire et sur un plan personnel, pour montrer et indiquer que M. Béhara a effectivement été mis de côté, qu'il n'avait pas de lien direct, comme semble laisser entendre l'accusation, et qu'il n'a pas pris part de près aux événements de Srebrenica en juillet 1995. J'ai oublié de mentionner, eu égard à cet incident de 1995, que M. Béhara n'a pas été puni pour cela. Il n'a que passé 47 jours en prison, mais il a également été sanctionné pour avoir utilisé ce qui a été considéré comme des propos inappropriés et qu'il donnait des conseils à ses hommes d'aller rechercher ce véhicule volé et par ses soldats et ses paramilitaires. Il a utilisé des termes, d'après M. Blokowski, qui semblent être péjoratifs. Et effectivement, ils sont péjoratifs. Cela est sans conteste. Mais vous voyez, d'après les éléments de preuve, qu'il utilise les mêmes termes péjoratifs à propos des Serbes. Et il a été puni et condamné à une peine de 6 mois. Il était à l'essai. Tribunal is set up to be. And that, I believe, is not what any criminal institution. Avec sursis, 6 mois avec sursis, parce que les témoins le diront dans leur déposition. Et il a dit qu'il ne devrait pas utiliser des termes péjoratifs comme il l'a fait, puisque c'était la coutume et la pratique, mais pas dans le sens où l'accusation l'a laissé entendre, et pas dans le sens des termes utilisés ici. Simplement, ce sont des termes familiers utilisés de façon générale par des officiers et par le peuple. J'espère que M. Béhara ne va pas être jugé là-dessus. Et n'essayez pas d'utiliser des termes péjoratifs parce que ce n'est pas la raison pour laquelle ce tribunal a été créé. Et une institution pénale de ce type n'a pas été créée pour cela. Que vous constaterez que M. Béhara n'a pas utilisé des termes péjoratifs contre les Serbes ou, semble-t-il, contre des musulmans, comme M.
Monsieur McCloskey souhaite le prouver dans cette affaire. Je pense que cela n'est pas très significatif. Je ne pense pas que l'utilisation des termes indique vraiment qu'une personne a des ressentiments contre un groupe ethnique ou un autre. En tout cas, cela ne devrait pas être utilisé. C'est certain, nous devrions essayer de nous retenir et de ne pas encourager ce genre de choses, mais malheureusement, ceci arrive de temps en temps. Je pense que cela, néanmoins, n'atteint pas des niveaux criminels de culpabilité ou de responsabilité. Sur un plan personnel et professionnel, M. Ebehara, si on regarde sa biographie de façon détaillée, a 2 incidents qui y figurent et qui prouvent qu'à l'époque, il n'avait ni le pouvoir, ni le contrôle, ni l'autorité pour être l'auteur des crimes qui sont allégués par l'accusation. Nous pensons qu'il en était éloigné. Si vous regardez les moyens de preuve de l'accusation, même les moyens de preuve qu'ils ont glanés aujourd'hui à propos de M. Ebehara, vous constaterez ce sont des interprétations raisonnables de chacun de ces documents. Ils ne sont pas simplement raisonnables, plausibles. Encore une fois, plausible, il s'agit d'avoir des explications qui correspondent à la vérité par rapport à ce que laissent entendre les documents et ce que signifient véritablement les documents. Je ne peux pas accepter les conversations téléphoniques interceptées telles qu'elles ont été présentées devant la Chambre aujourd'hui, et nous allons déposer une requête dans ce sens lorsque les éléments seront présentés. Nous estimons que ces documents ne sont pas fiables. Nous ne les acceptons pas comme étant des documents qui correspondent à la vérité dans ces affaires-ci. Et très honnêtement, si vous prenez un exemple, une conversation téléphonique que le procureur a tenté de vous montrer aujourd'hui, la conversation entre M. Ebehara, M. Kartich, Behara dit dans le bas de la page, cela fait 3 jours que j'attends. Il est vrai que M. Ebehara a dit qu'il attendait 3 jours, le 15. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a rien fait pendant ces 3 jours. D'après le procureur, ceci ne rentre pas dans le schéma de la culpabilité collective. Il est vrai que M. Ebehara, dans cette conversation, dit tout à fait clairement, cela fait 3 jours que j'attends, rien ne s'est passé. Nous allons en parler davantage demain et nous pensons qu'il était officier chargé de la sécurité et que M. Ebehara, nous allons dire ce qu'il faisait et comment il faisait les choses. Je souhaite simplement, avec quelques minutes encore, m'adresser à la Chambre, si vous me le permettez. Nous pensons que les moyens de preuve prouveront qu'il devra être acquitté car il est juste et honnête et il faut prendre une décision correcte avec tout le respect que je vous dois en ce qui concerne M. Ebehara. Je m'adresse à lui aujourd'hui parce que je le défends et je crois que les moyens de preuve seront confirmés ou informés pour chacun des accusés et que ceci ne va pas se faire dans le vide. Les éléments de preuve ont prouvé que tout Serbe dans le monde n'est pas coupable de crimes de guerre. Les moyens de preuve montreront que tout homme serbe n'est pas coupable de crimes de guerre à Srebrenica. Les moyens de preuve montreront que tout soldat serbe ou tout homme n'est pas coupable de crimes de guerre à Srebrenica. Les moyens de preuve ont prouvé qu'en réalité, tout officier dans l'armée et tout serbe chargé de la sécurité n'est pas coupable de crimes de guerre. Et je vous soumets avec tout le respect que je dois au juge de cette Chambre, que j'ai la conviction, l'intime conviction, que j'ai la conviction et que je me réjouis de vous faire part de tout ceci en vous présentant les moyens de preuve de M. Lubitsa Ebehara et j'ai la conviction qu'il n'est pas coupable des crimes dont il est accusé par l'accusation. Je crois qu'il est bien de faire la pause maintenant. Je poursuivrai demain. Le président, c'est parfait, Maître Stojic. D'après ce que je comprends, nous reprenons demain à 9 h. Monsieur Stojic, Maître Stojic, vous allez poursuivre demain et terminer votre déclaration militaire qui sera suivie par la défense de Maître Nikolic. Il y a encore un petit moment. Ensuite, Maître Guerrero, vous allez faire une déclaration. Et d'après ce que vous nous avez dit dans la conférence de mise en état, combien de temps vous faut-il pour votre déclaration liminaire? L'accusé Guerrero, Monsieur le Président, je crois que d'après ce que nous savons, nous aurons une demi-heure. 10 à 15 minutes suffiront sans doute. Le Président, merci beaucoup, Maître Guerrero. Veuillez vous asseoir. D'après ce que j'ai compris, donc vous pourrez faire votre déclaration demain. Et je crois que nous allons donc couvrir le reste de tout ceci demain et commencer l'audition du premier témoin jeudi. Entre-temps, notre décision sur les mesures de protection sera rendue
car elle porte également en partie sur le premier témoin. Merci, bon après-midi à vous tous et nous reprendrons demain. Vous levez.